C'est parti. Bonjour à tous. Nous allons attendre encore quelques instants de façon à ce que tout le monde se connecte. Et puis, nous allons ensuite partir sur le thème d'aujourd'hui qui est comment valoriser son expérience et ses compétences. Je vous précise que vous ne pouvez pas poser directement les questions puisque vos micros sont coupés. Par contre, il y a un chat, donc vous le trouvez en bas de l'écran. N'hésitez pas à nous poser des questions et au fur et à mesure, on fera des pauses. Et pendant ces pauses, nous répondrons à toutes vos questions. Donc, utilisez ce chat, s'il vous plaît, pour poser les questions. Si vous avez des problèmes de connexion, si éventuellement, dites-le nous par chat, voir si on peut faire quelque chose pour vous. Donc, on va démarrer. Alors, bienvenue en lundi du CEP. Il faut savoir que cet événement, c'est un événement qui est en webinaire. Il est présenté par des experts afin de découvrir… voilà, c'est mieux quand je vous mets les bonnes slides. Afin de découvrir le dispositif d'évolution professionnelle et poser toutes vos questions sur votre avenir professionnel. Il faut savoir que ces webinaires, il y en a un par semaine sur des thèmes différents. Donc, par exemple, il y a la reconversion, la formation, la valorisation des compétences, la démission ou encore la création d'entreprise. Vous pouvez retrouver le programme complet et les replays sur les lundis du CEP.fr. Je vous laisse noter éventuellement le site, mais peut-être que vous l'avez déjà trouvé. Alors aujourd'hui, en animation, nous avons Bénédicte Sabini, qui est conseillère en évolution professionnelle en région PACA, et moi-même, donc Hélène Chaussy, manager CEP, aussi en région PACA. Voilà, aujourd'hui, c'est le Sud qui va animer. Je vais vous laisser la parole maintenant à Bénédicte, puisque c'est elle qui va animer la suite de ce webinaire. C'est à toi, Bénédicte. Merci, Hélène. Bonjour à tous et bienvenue donc sur ces lundis du CEP. Aujourd'hui, comme l'a précisé Hélène, ce qui nous réunit, c'est l'idée à savoir comment vous pouvez valoriser vos compétences à travers l'expérience acquise. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure, si vous avez des questions, à les poster sur le chat. Alors, on part de l'idée sur l'idée qu'à partir du moment où vous avez de l'expérience, forcément, vous allez vous avez acquis des compétences. L'idée, c'est à savoir pourquoi ces compétences, il est important de les identifier et comment vous pouvez les valoriser et les transformer en certification, en diplôme. Et comment, dans cette démarche-là, le conseil en évolution professionnelle peut vous aider. Donc, la première des questions qu'on va se poser autour des compétences, c'est justement, quand on parle de compétences, de quoi parle-t-on ? En fait, quand on parle de compétences, on part des activités que vous réalisez au quotidien dans un cadre professionnel ou autre, d'ailleurs, on le verra plus loin. Donc, quand on parle de compétences, on parle à la fois de tout ce qui est tâches, activités concrètes, tout ce qui est de l'ordre du pratique, du savoir-faire. Donc, généralement, on les décline en termes de verbes, comme par exemple pour un maçon, c'est savoir monter un mur. Pour une aide-soignante, c'est accueillir un nouveau patient. Voilà, donc
des verbes qui permettent de parler de ce que vous savez faire. Et chaque action, chaque activité mobilise aussi ce qu'on appelle des savoirs, donc des connaissances, que ce soit des connaissances théoriques, une connaissance de la réglementation, de procédures à respecter, ou l'utilisation de l'outil informatique, la connaissance d'Excel, ou éventuellement de langues étrangères. Donc ça aussi, ça fait partie des compétences que vous pouvez valoriser. Et en plus de celles-ci, quand on parle de compétences, on parle aussi des attitudes, c'est-à-dire des savoir-être, des qualités humaines, comme la rigueur, comme le sens de l'observation, mais aussi le goût du travail en équipe, par exemple. En tous les cas, chaque compétence est liée à un contexte professionnel ou autre, et il y a dans l'idée de compétence l'idée de construction. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est à quoi ça sert de parler des compétences? À quoi ça sert de les connaître, de connaître ces compétences, de les identifier et de les valoriser? Alors, ça peut servir à plusieurs objectifs. Ça peut être utile dans le cadre d'une recherche d'emploi. Connaître ses compétences, c'est pouvoir en parler, pouvoir valoriser ses compétences dans le cadre de ses candidatures, que ce soit sur un CV, lettre de motivation ou pour un entretien d'embauche. Mieux connaître ses compétences, c'est savoir aussi mieux cibler les emplois auxquels vous pouvez postuler. Mais ça peut aussi vous être utile pour si vous envisagez une action de formation et pour justement évaluer vos besoins de formation et mieux cerner les formations qui vous seraient utiles pour développer de nouvelles compétences. Ça peut aussi avoir une utilité pour une démarche de réflexion autour d'une nouvelle orientation professionnelle. Connaître ses compétences, c'est aussi cerner quelles sont vos priorités, quels sont vos atouts et comment vous voulez les mobiliser pour une orientation future. Donc, pour vous aider dans ce type de réflexion, de démarche, vous pouvez aussi, vous le verrez, vous faire accompagner dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Alors, comment vous pouvez transformer vos compétences en diplôme, en certification? Donc, on vient de le voir, identifier ses compétences, c'est important, à la fois pour postuler un emploi, mais aussi si vous avez un projet de formation. Ça peut être aussi utile pour passer un concours ou faire reconnaître vos années d'expérience. Et pour ceci, il y a la VAE, ce qu'on appelle la validation des acquis de l'expérience. Donc, c'est une démarche qui vous permet de valoriser vos compétences et de les transformer en certification, sans passer par un parcours de formation. En VAE, on parle de certification pour parler à la fois soit de diplôme, de titre professionnel ou de certificat de qualification professionnelle. En fait, la certification, c'est un terme générique pour dénommer donc soit les diplômes, soit les titres, soit les CQP. L'appellation est différente en fonction du ministère auquel est rattachée la certification en question. Donc, comme vous le voyez, les diplômes sont rattachés à l'éducation professionnelle. C'est tout ce qui est CAP, BEP, Bac Pro, mais ils peuvent être aussi rattachés à la santé ou à l'enseignement supérieur. Ça va être des diplômes d'État, ça peut être aussi des BTS ou autres de l'enseignement universitaire. Dans les certifications, donc, on a aussi ce qu'on appelle les titres professionnels qui, eux, sont rattachés au ministère du Travail, aux chambres consulaires, c'est-à-dire chambres de métiers et chambres de commerce et de l'industrie, où il y a des titres, des certifications qui sont rattachés directement
à des organismes de formation indépendants. Et puis, il y a tout ce qui est certificat de qualification professionnelle, rattaché cette fois-ci aux branches professionnelles. Donc, il y a une multitude de certifications qui sont accessibles par la VAE. Alors, la VAE, c'est quoi? Donc, la validation des acquis de l'expérience a comme objectif l'obtention, comme on vient de le voir, d'une certification. Il y a deux chemins qui sont envisageables pour obtenir une certification. Le chemin que tout le monde connaît, généralement, c'est l'étape formation, c'est le parcours de formation. Donc, vous suivez une formation. En tant qu'adulte, vous pouvez reprendre un parcours de formation si vous le souhaitez. C'est-à-dire que vous retournez en cours, donc vous suivez des enseignements théoriques et généralement, il y a aussi des stages pratiques prévus pendant le temps de formation. À l'issue de ce parcours de formation, vous allez passer un examen qui, en cas de réussite, vous permet de valider donc la certification visée. Dans le cadre de la VAE, l'objectif donc est le même, comme je le disais, c'est-à-dire la validation d'une certification, mais c'est le cheminement qui est différent. Pour une démarche VAE, on va partir de l'expérience. Et à partir de celle-ci, vous allez identifier et valoriser vos compétences issues de cette expérience. Vous êtes évalué par un jury qui décide de l'obtention de la certification ou pas, en fonction bien sûr de vos compétences. Alors, comment ça marche? Comme je le disais, si vous avez de l'expérience, vous avez forcément des compétences. Et ces compétences-là, l'idée de la VAE, c'est de pouvoir les mettre en corrélation avec les compétences d'une certification. Parce que chaque certification est aussi décomposée en modules, en blocs de compétences. Donc, il faut que vous puissiez identifier la certification dont les blocs de compétences se rapprochent le plus de vos compétences et expériences à vous. Alors, la VAE est une démarche qui est accessible à tous, quel que soit votre âge et quel que soit votre statut, que vous soyez en activité, que vous soyez salarié ou travailleur indépendant, ou que vous soyez actuellement sans emploi, vous pouvez à tout moment de votre parcours vous engager dans une démarche de validation des acquis de l'expérience. À partir du moment où vous pouvez justifier d'une expérience équivalent à minima d'un an. Équivalent temps plein qui correspond à autour de 1600 heures. Donc, que ce soit une expérience en continu ou en discontinu, que ce soit une expérience en France ou à l'étranger, il faut en tous les cas qu'elle soit en lien, bien sûr, direct avec la certification que vous visez. Et il faut qu'elle puisse être justifiée. Donc, si c'est une expérience salariée à partir de bulletins de salaire, de contrat de travail, si c'est une expérience en tant que travailleur indépendant, c'est par exemple l'extrait CABIS. Alors, il faut savoir aussi que vous pouvez vous appuyer sur des expériences bénévoles dans le cadre d'une démarche de validation des acquis. Dans ce cas-là, il faut que vous puissiez aussi justifier de votre expérience bénévole
par un document, donc vous remet l'association, la structure pour laquelle vous vous êtes investi bénévolement. Alors, pour la démarche de validation des acquis, il y a des étapes qui sont à connaître et qui sont aussi à respecter. Alors, la première étape, et pas la moindre, c'est de pouvoir identifier la bonne certification. C'est un gage de réussite de la démarche. Donc, comme on le voyait, il faut que vous puissiez trouver la certification, quelle que soit cette certification, hein, puisque vous avez vu que vous avez un large choix entre les diplômes, les CQP et les titres professionnels. Vous avez un large choix de certification. Mais parmi tout ce choix, il faut que vous puissiez trouver la certification dont les blocs de compétences correspondent le mieux à vos compétences, à vous, issues de votre expérience. Vous pouvez être accompagné dans cette recherche d'identification, de certification, par ce qu'on appelle les points relais conseils VAE, qui existent dans certaines régions. Donc, pour avoir la liste, voilà, vous avez un site qui vous est indiqué, vaegouv.fr, où vous pouvez être aussi accompagné par un conseiller en évolution professionnelle qui vous aide donc à identifier vos compétences, les valoriser et les mettre en lien avec la certification la plus appropriée à votre parcours et à vos objectifs. Parce qu'il faut savoir que le choix de votre certification va dépendre bien sûr de votre expérience, de l'expérience que vous avez envie de valoriser, mais aussi de vos objectifs, que ce soit, on l'a vu, pour une recherche directe d'emploi, pour une entrée en formation, pour une présentation à un concours ou pour enclencher une démarche de réorientation, reconversion professionnelle. À savoir que tous les niveaux d'études sont accessibles par le biais de la VAE, du premier niveau de qualification, donc qui va correspondre à un niveau CAP BEP, un niveau 3, à un niveau le plus élevé, c'est-à-dire Bac plus 5, qui correspond donc au master, ou autre école d'ingénieur par exemple, ou d'autres titres équivalents, d'un niveau équivalent. Et tous les niveaux, donc, entre ces deux extrêmes, sont accessibles, le bac plus 2, etc. Quel que soit votre niveau de formation initiale, ça c'est aussi important à savoir. Quel que soit votre niveau de formation initiale, tous les niveaux d'études vous sont accessibles. Ce n'est pas comme un parcours de formation où, pour atteindre un certain niveau d'études, il faut avoir validé le niveau inférieur. C'est-à-dire que, par exemple, pour valider un bac plus 2 ou un bac plus 3, il faut pouvoir attester d'un bac. En certification, le niveau d'études que vous pouvez viser va dépendre de votre expérience et de vos compétences. Donc, vous pouvez très bien, par exemple, avoir en formation, en niveau de formation, un CAP, mais de par votre expérience et des compétences mobilisées, pouvoir prétendre à une licence, par exemple, à un niveau bac plus 3. Donc ça, c'est à identifier avec un professionnel, comme indiqué, donc soit un point relais conseil, soit un conseiller en évolution professionnelle. N'hésitez pas à vous faire aider dans le choix de la certification, parce que c'est important. Plus votre choix sera approprié et plus ce sera un gage de réussite de la démarche. Ensuite, ça c'était donc la première démarche. La deuxième démarche, une fois que vous avez donc que vous êtes sûr de votre choix de certification, c'est le dépôt d'une demande de recevabilité.
Donc, cette demande de recevabilité, vous allez la déposer auprès de l'organisme responsable de la certification visée, qui peut être, comme on l'a vu, soit l'Éducation nationale, soit le ministère du Travail, soit des organismes de formation indépendants ou des branches professionnelles. Cette demande de recevabilité, en fait, se fait par le biais d'un CERFA. C'est un CERFA unique, quelle que soit la certification que vous visez, sauf exception, c'est le même CERFA. Vous pouvez aussi être accompagné pour la constitution de ce livret de recevabilité par le conseiller en évolution professionnelle, si besoin. Dans ce livret, donc, vous allez identifier la certification que vous visez et vous allez également identifier l'expérience ou les expériences à partir desquelles vous allez donc faire cette démarche, réaliser cette démarche de VAE pour viser la certification. Donc, savoir que, comme on l'a indiqué avant, vous pouvez vous appuyer sur une ou plusieurs expériences. L'important, c'est à minima de pouvoir justifier d'1 an d'expérience équivalent temps plein. Dans ce dossier, vous allez devoir justifier les expériences que vous mentionnez. Une fois que cette étape est réalisée, c'est-à-dire que donc vous envoyez votre livret de recevabilité et le certificateur, en retour, vous notifie la recevabilité ou pas de votre démarche. Donc, en cas de recevabilité, vous recevez une notification. Alors, les délais peuvent être différents en fonction des certificateurs, ça peut aller de 15 jours à 2 mois d'attente. Quoi qu'il en soit, une fois que vous avez obtenu cette notification de recevabilité, il faut savoir que vous avez 3 ans ensuite pour entreprendre, pour réaliser en fait et mener à bien votre démarche de validation des acquis. À la suite de cette étape, la 3e étape, c'est la constitution du dossier de preuve. Donc, ça, c'est en réalité le cœur de la démarche VAE, c'est la plus importante. Et c'est celle qui va vous demander le plus de temps et le plus d'investissement. Donc, c'est un dossier de preuve que vous avez à constituer à travers lequel vous allez valoriser, argumenter vos compétences à partir de situations vécues que vous allez analyser, décortiquer et mettre en valeur. Pour vous aider à constituer ce dossier, vous pouvez être aussi accompagné par un centre d'accompagnement reconnu, spécialisé dans l'accompagnement VAE. Donc cet accompagnement est un accompagnement méthodologique. Vous avez donc un professionnel qui vous aide à structurer le dossier, qui vous aide à analyser les situations de travail et pouvoir donc transformer votre expérience en compétences. Ça vous permet d'analyser votre expérience, de prendre du recul par rapport à votre expérience. L'accompagnement n'est pas une obligation, il n'est pas obligatoire, mais il est fortement conseillé puisque les chiffres indiquent bien que le taux de réussite en VAE est supérieur quand la personne a pu bénéficier d'un accompagnement. Dans le cadre de cet accompagnement, il vous est aussi proposé une préparation au jury, qui est la dernière étape. Donc, c'est une étape aussi très importante. Il y a plusieurs modalités de jury. La modalité la plus courante est tout de même un entretien oral avec donc les membres de jury
Donc, sachant que dans ce jury, vous allez retrouver un représentant de la certification que vous envisagez. Vous avez aussi un formateur, un enseignant, un professeur, tout dépend de la certification que vous avez retenue. En tous les cas, une personne qui connaît bien le référentiel, ce qu'on appelle le référentiel de compétences ou d'activité, puisque c'est une personne qui forme, qui enseigne à partir de ce référentiel. Et vous avez aussi, parmi les membres du jury, des professionnels, donc des personnes qui connaissent bien le métier sur le terrain, des professionnels comme vous, ce qui permet d'avoir un regard croisé. Donc, le jury, comme je vous le disais, généralement, c'est un entretien à l'oral avec les membres. Ils vous questionnent à la fois sur vos motivations à la démarche VAE, à la fois sur vos objectifs professionnels et bien sûr sur votre parcours, sur votre dossier, en reprenant avec eux certains points du dossier qu'ils souhaitent approfondir. Il peut y avoir une autre modalité aussi de jury. Avant un entretien à l'oral, il peut y avoir une mise en situation, c'est-à-dire que c'est généralement pour l'éthique professionnelle, mais ça peut être aussi pour les CQP. Donc, vous êtes mise en situation comme si vous étiez sur votre poste de travail. Donc, on vous demande voilà, de réaliser des tâches en situation et vous êtes observé et bien sûr évalué à partir de cette situation de travail. Le jury est souverain quant à la décision, donc à la suite de la lecture et l'analyse de votre dossier et à la suite de cette mise en situation ou de cet entretien, et ou de cet entretien avec le jury, c'est lui qui est souverain quant à la décision de soit de vous valider, dans le meilleur des cas, c'est le but recherché quand même, la validation, la certification, pardon, dans sa totalité. Donc, c'est-à-dire que vous obtenez la certification comme vous l'auriez obtenu sur un parcours de formation. C'est exactement la même certification. Mais le jury peut aussi décider d'une validation partielle, c'est-à-dire que les membres du jury estiment que vous pouvez valider certains blocs de compétences de la certification. Hein, comme on a vu tout à l'heure, toutes les certifications sont définies par bloc de compétences. Il y a des nombres différents de blocs de compétences en fonction de la certification visée. Donc, le jury peut estimer voilà, qu'au regard de votre expérience, de votre dossier et de l'entretien de jury, il peut estimer que vous possédez suffisamment de compétences pour vous délivrer certains blocs, mais pour d'autres, ils estiment qu'il vous manque certaines compétences qui seraient à perfectionner ou à acquérir. Et de fait, vous ne pouvez pas valider la certification dans sa totalité. Généralement, le jury va vous communiquer une préconisation. Donc, ça peut être une préconisation de formation sur les modules qui vous resteraient à valider. Dans le pire des cas, le jury peut aussi décider de ne rien vous valider du tout. Donc là, c'est que forcément, à un moment donné de votre parcours VAE, il y a quelque chose qui s'est passé, qui n'aurait pas dû se passer de cette manière-là. Soit, dès le départ, il y a eu un mauvais choix de certification, soit la personne n'a pas bénéficié d'un accompagnement pour la constitution de son livret, ou alors la personne a perdu ses moyens lors du passage devant le jury, hein, parce que, comme je le disais, c'est aussi un élément clé du parcours, et n'a pas su alors valoriser son expérience et ses compétences. Donc, c'est pour ça que ça peut être très utile, voilà, et ça existe. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner, que ce soit pour choisir votre certification ou pour constituer le livret de preuve. Alors, je ne sais pas si il y a sur le chat on peut faire une petite pause, là, Hélène. S'il y a des questions,
sur le chat. Effectivement, il y a une question. C'est pouvez-vous rappeler la part de professionnels participant au jury? D'accord. Alors, donc comme je le disais, c'est vrai que le jury, il est constitué de plusieurs membres. À minima, les retours que nous avons, c'est 2 membres. Mais ça peut être plus. Il y a des personnes qui nous parlent de 6 à 8 personnes. Alors ça dépend hein, des jurys, ça dépend des certifications. On va dire que généralement, il y a un représentant de la certification. Généralement, c'est le responsable de la formation de la certification que vous visez. Vous avez aussi un professionnel. Donc, pour répondre à la question, il s'agit d'un professionnel. Donc, quelqu'un du terrain, issu du même secteur d'activité que vous, donc qui connaît bien l'activité, le métier de l'intérieur. Et puis, donc, il y a aussi un membre, un formateur, si on est sur des types professionnels, ou un enseignant-chercheur, si on est sur un diplôme universitaire, ou un enseignant tout simplement. Donc, quelqu'un, cette fois, qui connaît bien ce qu'on appelle le référentiel d'activité et de compétences de la certification. Ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais enfin, j'en ai parlé pas de cette manière-là, mais sachez que chaque certification, donc, je le disais, est définie par bloc de compétences. Et pour chaque certification, en fait, il existe ce qu'on appelle un référentiel d'activité et de compétences, c'est-à-dire ce référentiel, en fait, décline toutes les compétences que la personne doit posséder pour valider la certification en question, toutes les activités qu'elle doit être en mesure de réaliser pour valider cette certification. Donc, parmi les membres du jury, il y a aussi une personne qui connaît bien ce référentiel, puisque, comme je le disais, elle enseigne, elle forme sur ce référentiel. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Il me semble qu'il y en a une deuxième. Alors, il y en a une deuxième, effectivement. Merci, Bénédicte. Bonjour, combien de temps complet, faut-il prévoir pour faire une VAE en étant accompagné par un spécialiste de la VAE? Alors, c'est bien précis, la VAE visée, c'est un emploi de direction, diplôme CAFDES. D'accord. Alors, il n'y a pas de réponse type. Donc, ce qui est important déjà à se rappeler, c'est qu'à partir du moment où vous avez une réponse favorable du certificateur, donc vous avez une notification de recevabilité suite à votre demande, vous avez 3 ans, au maximum bien sûr, 3 ans pour vous présenter, pour finaliser la démarche et vous présenter devant le jury. Néanmoins, vous n'aurez pas forcément besoin de 3 ans, bien sûr. Alors là, je vais parler de la région sud. Je ne connais pas les autres chiffres, mais en région sud, hein, puisque nous intervenons, comme l'a précisé Hélène, sur cette région-là, il y a une moyenne qui a été calculée de 9 mois pour réaliser une démarche VAE. C'est une moyenne. La VAE, le temps de la VAE va dépendre alors bien sûr, de la certification visée, mais aussi de votre motivation à entreprendre la démarche et aussi de votre disponibilité. Si vous travaillez à temps plein ou si vous êtes sans activité pendant la réalisation de la démarche, forcément que les disponibilités ne sont pas les mêmes. Parce que même si vous bénéficiez d'un accompagnement, le plus gros du travail, c'est vous qui allez le faire, hein, puisque c'est un accompagnement méthodologique, c'est un accompagnement relativement ponctuel hein, par rapport à l'investissement que demande une VAE. Donc, le plus gros du travail, c'est vous qui allez le faire à la maison. Donc, si vous travaillez, c'est quand vous avez du temps. C'est le soir après le travail, c'est le week-end, voilà. Donc, voilà, le temps de VAE est bien sûr en proportion de votre disponibilité. Alors après, en termes d'accompagnement, il n'y a pas trop d'impact hein, sur le temps
de réalisation de la VAE. Bénédicte, est-ce que tu peux préciser un accompagnement VAE sur la deuxième partie? Donc, combien de temps, en fait, c'est… L'accompagnement VAE? Alors, Oui. l'accompagnement VAE peut aller jusqu'à 24 heures. Ça va dépendre d'une région à une autre. Ça va dépendre, on va en parler un peu plus loin, des financements. Parce qu'il faut savoir qu'il a un coût, hein, mais je ne vais pas anticiper puisque c'est l'objet de la suite de l'intervention. Voilà, donc au maximum, ça peut être 24 heures d'accompagnement. Après l'accompagnement, vous allez le planifier avec l'organisme accompagnateur. Hein. Donc, ça peut… alors, généralement, c'est étalé sur plusieurs mois, hein, bien sûr, hein, puisqu'il faut qu'entre deux rendez-vous, vous ayez pu avancer, vous, dans la rédaction, hein, puisque, comme je le disais, le plus gros du travail, c'est le travail de rédaction, et c'est vous qui allez le fournir. Alors justement, est-ce que tu peux aussi préciser, s'il te plaît, Bénédicte, à peu près, on revient sur l'idée du CAFDES de tout à l'heure, Ah oui. Combien de temps personnel, finalement, il faut compter pour une VAE? Alors, je pense bien que ça dépend de la motivation et de la capacité de travail. Ça dépend de l'aisance aussi. C'est compliqué à répondre. Là, j'aurais vraiment du mal à répondre. Ça dépend de l'aisance, on va dire, rédactionnelle de la personne et de sa capacité à analyser sa pratique aussi. Mais c'est la démarche VAE, je crois que quand même, il faut, avant d'entreprendre, être bien conscient de l'implication, de l'investissement que cela demande. Voilà. Donc, je ne voudrais pas dire de bêtises, hein, je ne vais pas le chiffrer en termes d'heures, mais bon, voilà, ça demande beaucoup de temps et d'investissement, on va dire. Merci. Il y a une personne là qui précise qu'en Auvergne-Rhône-Alpes aussi, il s'agit de 9 mois environ en moyenne. Ah, voilà, c'est ça. Tu précisais sur la région PACA. Le temps d'une grossesse, hein, voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou pas, ou si on peut continuer, Hélène. On continue. On continue? D'accord, très bien, merci. Alors, justement, la VAE, quel coût pour une VAE? Alors, ce qui peut avoir un coût, mais c'est en fonction des certifications, de la certification que vous allez choisir. Il peut y avoir un coût pour les frais de recevabilité, mais pas toujours, pour les frais d'accompagnement, de validation, et aussi, il faut penser aux frais annexes, hein, notamment les déplacements, puisque généralement, en situation sanitaire normale, on va dire, le jury se fait en présentiel. Donc, il peut se passer, en fonction de la certification que vous allez choisir, dans un autre département ou une autre région que la vôtre, et ça va vous amener à vous déplacer. Mais le jury, c'est une fois, hein, c'est pas toutes les semaines, bien sûr, que vous allez être amené à vous déplacer. Vous pouvez, par contre, être amené à vous déplacer si votre accompagnement se fait aussi en présentiel. Quoi qu'il en soit, un accompagnement VAE peut très bien se faire à distance. Sachez-le. Ensuite, en termes de financement, hein, puisque nous avons vu, la VAE peut impliquer un coût, notamment l'accompagnement méthodologique pour la constitution du livret 2. Donc, savoir que vous pouvez mobiliser votre compte personnel de formation. Donc, le compte personnel de formation, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, si vous l'avez créé. C'est un compte à partir duquel vous cumulez des euros à travers l'exercice d'une activité salariée ou indépendante. Donc, à partir du moment où vous avez une activité, vous cumulez des euros que vous pouvez notamment mobiliser pour l'accompagnement VAE. Vous pouvez être appuyé par votre conseiller en évolution professionnelle si vous souhaitez être aidé dans
la création de votre compte personnel de formation, si vous ne l'avez pas encore fait, et dans la mobilisation de votre solde CPF. Pour les salariés, sachez que vous pouvez aussi faire financer votre démarche VAE sur le plan de développement de compétences de votre entreprise. Alors ça, c'est un choix qui est le vôtre d'en parler ou pas à votre employeur. Mais si vous souhaitez impliquer votre employeur, vous pouvez donc lui demander s'il est possible de prendre en charge la démarche. Pour les indépendants, vous pouvez vous rapprocher de votre fonds d'assurance formation, qui est différent en fonction du secteur d'activité dans lequel vous évoluez. Donc, Bénédicte, il y a une question, hein, je pense qu'on se l'est posée aussi. Est-ce que le financement de Transition Pro va être reconduit après le 36? C'est-à-dire que, voilà, c'est déjà passé. Ouais, s'agit-il uniquement d'un dispositif temporaire? Alors, c'est vrai qu'au départ, le dispositif a été mis en place suite à la crise sanitaire. Hein, voilà. Alors, moi, je vais parler de la région PACA. J'avoue que je ne sais pas si c'était national. Je pense qu'on est au niveau national. On est au niveau national. Donc, au démarrage, c'est vrai que c'était jusqu'au 31 décembre 2020. Ça a été prolongé 6 mois. Vraisemblablement, là, enfin, on n'a pas de réponse ni dans un sens ni dans un autre. Nous, on sait que quand on est retourné sur le site de Transition Pro, là je parle de PACA, l'information n'apparaît plus. Donc, c'est une information à confirmer. Enfin, mais c'est vrai que c'était une possibilité intéressante de financement de la démarche VAE. Voilà. Donc, à voir pour la suite. Après, enfin maintenant, quoi, hein, puisqu'on est déjà en juillet. Voilà. Donc voilà, par rapport à la VAE, alors peut-être qu'on peut faire une autre nouvelle pause s'il y a d'autres questions ou pas. Je ne sais pas, Hélène, si… Écoute, finalement, je te l'ai posé là à la fin. Voilà, financement. Donc, a priori, tu as répondu à la question, même si la réponse est un peu vague. Oui, non, je ne voudrais pas, enfin, je ne veux pas dire de bêtises, je n'ai pas plus d'informations. Ben oui. Donc, nous allons continuer sur… Alors, attends, il y a peut-être une question qui… Excuse-moi, Bénédicte, il y a peut-être une question qui est en train d'être… D'accord. Alors, il y a en ARA, au Auvergne-Rhône-Alpes, il y a toujours l'information sur le site Transition Pro. D'accord. Voilà. Merci. Merci bien. Nous ne l'avons pas. Donc, à voir, hein, en région sud, c'est à confirmer, mais voilà, je ne sais pas si c'est interdépendant entre régions. Bon, voilà, il faut surveiller en fait hein, sur le site de Transition Pro, savoir si ça va être reconduit ou pas. Merci, c'est tout. On peut passer à la suite. Voilà, donc nous venons de voir… Oh, pardon, j'ai oublié ce slide. Oui, une dernière précision par rapport au financement. Vous sachez que vous avez soit la possibilité de réaliser votre démarche VAE en dehors de votre temps de travail. À ce moment-là, vous n'avez pas besoin d'en informer votre employeur. Vous n'avez pas d'obligation. La démarche peut rester une démarche personnelle et confidentielle. Mais vous pouvez aussi réaliser, c'est un droit, réaliser votre VAE pendant votre temps de travail. Donc, si c'est le cas, vous aurez par contre à obtenir l'accord de votre employeur pour vous absenter pendant donc les temps que vous allez consacrer à la VAE, et vous pouvez à ce moment-là lui demander de bénéficier d'un congé VAE d'un maximum de 24 heures. Voilà, pour bénéficier d'un accompagnement à la démarche. Donc voilà pour les financements et les accompagnements VAE. Donc, nous venons de voir qu'un moyen pour valoriser son expérience, valoriser ses compétences, c'est la validation des acquis de l'expérience. Il y a un autre moyen qui existe, qui s'appelle le certificat CLEA. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce certificat. Il est aussi accessible à tous.
et il permet de faire reconnaître 7 champs de compétences qui vont être utiles dans la plupart des situations professionnelles. Donc, ces 7 champs de compétences, c'est la communication en français, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, des compétences aussi dans l'utilisation des règles de base en calcul, mais aussi pour l'utilisation de l'informatique et du numérique, votre aptitude aussi à travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe, la capacité de travailler en autonomie, d'apprendre tout au long de sa vie et aussi connaître et appliquer les gestes et postures d'hygiène et de sécurité. Donc voilà les 7 champs de compétences que recouvre le certificat CLEA et sur lesquels vous êtes évalué pour l'obtention de ce certificat. Donc c'est pareil, il y a plusieurs étapes comme la VAE. La première étape, c'est d'être évalué, comme je viens de le dire, sur ces 7 champs de compétences. Donc pour trouver un centre évaluateur, vous pouvez consulter le site qui apparaît sur votre écran. Vous êtes évalué sur les 7 champs de compétences, et soit à ce moment-là, soit vous réalisez vous réussissez tous les exercices sur lesquels vous êtes évalué et vous obtenez donc le certificat dans sa totalité, ce qui vous permet d'identifier et de valoriser vos points forts. Si par contre, comme la VAE, vous ne réussissez pas à toutes les épreuves d'évaluation, on peut vous préconiser un parcours de formation sur les domaines que vous n'avez pas validés, ce qui vous permet donc de renforcer vos compétences. À l'issue du parcours de formation, vous pouvez à nouveau passer l'épreuve d'évaluation. Et si cette fois-ci vous réussissez toutes les épreuves, vous obtenez donc in fine le certificat CLEA que vous pouvez valoriser à la suite dans votre parcours, que ce soit toujours pareil dans une démarche de recherche d'emploi, pour postuler à un parcours de formation ou que ce soit aussi pour une présentation, un concours ou autre. Donc ça, c'est un deuxième dispositif à partir duquel vous pouvez aussi valoriser vos compétences et vos expériences. Donc voilà, j'en ai terminé sur la valorisation des compétences. Je vous remercie en tous les cas de votre attention. Nous verrons à l'issue s'il y a d'autres questions, mais je vais laisser la parole à Hélène. Merci Hélène. Voilà. Est-ce qu'il y a une question sur la certification CLEA ou pas? Est-ce qu'il y a des questions? A priori, non. Donc, on va continuer. Merci Bénédicte. Moi, je vais vous parler du CEP. J'ai regardé un peu les participants et qui étaient présents, donc ça me donne un peu une idée. Je vais peut-être axer un peu plus sur certaines choses. Alors, qu'est-ce que le CEP? Le Conseil en évolution professionnelle, c'est un processus d'appui à tout actif, d'accord, qui consiste à faire un point sur la situation professionnelle et, le cas échéant, d'élaborer, de formaliser, de mettre en œuvre une stratégie visant l'évolution professionnelle. Donc, je vous laisse lire un peu là les grandes idées quand même. C'est gratuit, confidentiel, impartial, neutre et accessible à tous. Mais on va y revenir en fait, parce que vous allez voir, le conseil en évolution professionnelle, c'est surtout un temps pour les personnes, pour parler de ses envies, clarifier ses besoins, prendre du recul par rapport à une situation professionnelle, bien sûr. Et c'est aussi aider à surmonter un changement majeur, pouvoir rebondir professionnellement. C'est un espace aussi qui est intime, c'est-à-dire que vous allez être en relation uniquement avec un conseiller,
Le conseiller, c'est un échange qui sera confidentiel, hein, qui vous permet d'aborder des sujets d'évolution, de changement de métier. Ça peut être de la création d'entreprise, de la formation. Sur des compétences, on a vu sur de la VAE, du financement, il y a beaucoup de choses en fait, et on en découvre à chaque fois plus. Cet accompagnement est gratuit, personnalisé, et ça vous permet de faire le point sur votre situation professionnelle. Donc, je vais resituer un peu les opérateurs CEP, donc conseil en évolution professionnelle. Actuellement, il y en a 5. Donc, le réseau EVA, dont nous faisons partie, qui est principalement orienté vers les salariés et les indépendants. Il y a le réseau, non, il y a Pôle emploi. Alors ça, donc le public, ça dépend à chaque fois du statut en fait. En fonction de votre statut, vous allez être plutôt orienté vers un conseil en évolution professionnelle plutôt que l'autre. Et par exemple, si vous êtes demandeur d'emploi, ce sera Pôle emploi. Si vous êtes cadre, vous êtes plutôt il faudra plutôt vous adresser à l'APEC. Si vous avez moins de 26 ans, c'est plus le réseau des missions locales qui pourra répondre à vos demandes et vos interrogations. Et pour les personnes en situation de handicap, c'est plus Cap Emploi. Voilà. En sachant que pour nous, si on se revient sur le CEP pour les actifs occupés, on appelle ça les actifs occupés, ça ne veut pas dire pour autant que, enfin bon, voilà, c'est une appellation. Ça concerne donc les salariés, les indépendants du secteur privé, quel que soit le statut, que ce soit à temps plein ou temps partiel, ou temps très partiel. Même 2 heures par mois, ça peut correspondre effectivement au conseil en évolution professionnelle des actifs occupés. Il faut savoir que vous ne pouvez pas être accompagné par 2 opérateurs du conseil en évolution professionnelle en même temps. Vous devez faire un choix. Alors, soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas, hein, parce que vous pouvez être en même temps demandeur d'emploi et en même temps salarié, par exemple, ou indépendant et demandeur d'emploi. Donc là, vous ne pouvez pas être accompagné en même temps par l'opérateur pour l'emploi, par exemple, et par l'opérateur du réseau EVA pour les actifs occupés. Et par contre, si vous avez commencé avec un opérateur, vous pouvez poursuivre l'accompagnement avec le même opérateur. Je pense notamment aux personnes qui auraient commencé un accompagnement CEP avec les actifs occupés et puis qui ensuite se retrouvent au chômage. Il peut poursuivre cet accompagnement avec le CEP des actifs occupés. Voilà. Alors, est-ce que je me permets de répondre aux questions au fur et à mesure ? Je vois qu'il y a un cadre travailleur handicapé. Est-ce qu'il peut choisir entre Cap Emploi et l'APEC? Eh bien voilà. Et puis, il peut peut-être même choisir avec le réseau du CEP des actifs occupés. C'est vrai que les personnes en situation de handicap, on part sur le principe que, en tous les cas, je vous parle en région PACA parce qu'on a signé un accord avec Cap Emploi justement. Et il faut savoir que sur la région, on accueille toutes les personnes qui sont avec une reconnaissance handicap, mais dont le projet professionnel n'aura pas de répercussions sur le handicap. C'est-à-dire que ça n'a pas forcément, ça ne posera pas une difficulté par rapport aux questions qu'ils se posent. Et on accueille ce public-là. Mais c'est un accord que nous avons signé en région PACA. Alors après, dans les autres régions, effectivement, le problème se pose différemment. Nous aussi, avec l'APEC, en région PACA, elle est peu représentée sur certains départements. Donc, on s'est aussi mis d'accord un peu. Si la personne, si ce n'est pas un projet qui dépend d'un niveau cadre, effectivement, nous pouvons les accueillir. Mais c'est vrai que l'opérateur dédié, c'est quand même l'APEC. Voilà, par principe. Alors après, il y a une autre question, c'est avez-vous le lien du site des actifs occupés?
Alors, là, je ne sais pas quelle est la question. Nous avons, donc il y a effectivement le site CEP, région PACA, par exemple. Donc, il y a le site national aussi. Je vais vous le donner après sur une autre slide. Je pense que vous l'aurez. Voilà. Attendons un peu. Je vous présente le réseau. Il faut savoir que le réseau des CIBC délivre donc le service sur 9 régions en France. Donc, je vous laisse les découvrir en sachant que dedans, nous avons un peu de soleil avec la Guadeloupe, Mayotte et la Réunion. Donc, on délivre le service. Nous, je vous parle sur la région PACA, mais sur toutes les régions que je viens de vous montrer, on est à peu près sur la même cartographie, c'est-à-dire que nous avons des sites de proximité. Sur la région PACA, nous avons 25 sites, ça représente environ une cinquantaine de conseillers, une dizaine de managers d'équipe et il y a une équipe de pilotage régionale. Donc, chaque région est à peu près sur cette configuration. Voilà, vous avez bien compris qu'en fait, il y a le choix de proximité dans les réponses au niveau du conseil en évolution professionnelle. Voilà, le service est plutôt régional, puis après local même. Alors, je vais vous décrire le service en quelques mots, en sachant que c'est un accompagnement multimodal. C'est-à-dire que quand vous téléphonez principalement, généralement, la première étape, c'est de téléphoner à l'aiguillage. Donc, vous voyez le numéro qui sera rappelé plus tard. Cet aiguillage-là va vous donner un premier niveau d'information et va vous permettre de prendre un rendez-vous avec un conseil en évolution professionnelle. C'est un numéro unique, un non surtaxé. Et vous pouvez aussi, voilà la réponse à la question que j'avais tout à l'heure, c'est vous pouvez aussi aller sur le site mon-cep.org. Voilà. À partir de l'aiguillage, alors justement là, vous allez pouvoir, alors nous dans la région PACA, vous pouvez choisir la modalité actuellement avec les problèmes sanitaires, soit vous pouvez faire le choix du présentiel, soit vous pouvez être en distanciel, soit en visio, soit par téléphone. C'est vous qui choisissez. Et ensuite, vous avez, en fonction de votre demande, soit l'aiguillage vous proposera un premier conseil personnalisé. C'est principalement, là, c'est le parcours classique, vous voyez, avec les petites flèches. Le conseil personnalisé va consister en exprimer et clarifier votre situation, vos attentes, vos besoins. Vous pouvez aussi accéder à un premier niveau d'information, principalement sur les métiers, l'offre de formation au niveau régional, au niveau aussi des fois très local, les dispositifs de financement, des choses comme ça. C'est avec le conseiller là que vous allez déterminer si ce niveau-là suffit d'information, si vous avez obtenu tout ce dont vous aviez besoin pour pouvoir poursuivre votre évolution professionnelle. Dans ces cas-là, l'accompagnement s'arrête là. Vous pourrez revenir plus tard. Soit vous voyez avec le conseiller et dans ces cas-là, il y aura un accompagnement, un appui à la formalisation du projet. Je vous donne le circuit classique, mais ça peut être directement à l'appui à la mise en œuvre du projet. Ça dépend comment vous êtes avancé dans votre évolution. Cet appui à la formalisation du projet, vous bénéficiez de toutes les informations utiles à l'élaboration et à l'analyse de la faisabilité. Vous identifiez les démarches possibles, éventuellement les suites à donner. Donc, ça consiste en plusieurs rendez-vous avec le conseiller. Ça peut être aussi avec des échanges de mails entre deux rendez-vous, de façon à ce que vous ayez le temps de travailler sur vos projets, sur vos pistes, rencontrer des gens, faire éventuellement des périodes de mise en situation en entreprise. Enfin voilà, muscler votre projet et faire en sorte que ça puisse après fonctionner. On est là pour ça, pour vous accompagner là-dedans, dans ces choix que vous allez faire. Et puis ensuite, il y a l'appui à la mise en œuvre du projet qui là est vraiment sur le plan d'action, sur la nécessité éventuellement de revoir le plan d'action. Il y a toujours des aléas, ou souvent, allez, je vais être gentille, il y a souvent des aléas
on pense quelque chose, on envisage quelque chose, et puis finalement, c'est pas tout à fait ça. Parce qu'au niveau professionnel, au niveau personnel, il y a eu des modifications et c'est bien, vous pouvez revenir voir un conseiller professionnel, évolution professionnelle et revoir avec lui, reposer des choses. Tout cet accompagnement, vous voyez qu'il y a des temps dessous d'indiquer, ce sont des temps qui sont un maxima. Donc vous voyez qu'un accompagnement peut être relativement long puisqu'on va jusqu'à 18 mois. Il peut y avoir aussi donc des allers-retours. Vous pouvez bénéficier d'un accompagnement en évolution professionnelle et puis 2 ans, 3 ans plus tard, on espère que ça va être pérenne dans le temps. Vous pourrez revenir pour reposer des questions, mais même avant 2 ans ou 3 ans. Voilà, nous avons des personnes qui reviennent. Voilà, parce que les aléas ont fait que d'autres questions se posaient. Alors, en bref, il y a des besoins et nous, on essaye en tant que conseil en évolution professionnelle à répondre à ces besoins-là, ce qu'on peut vous apporter. Donc, vous avez vu aujourd'hui, là, avec Bénédicte, qui vous a présenté la validation d'acquis. Alors, je vais remettre une petite couche dessus. C'est vrai que le conseil en évolution professionnelle, vous avez bien compris qu'il pouvait vous accompagner pour déposer une demande de recevabilité, pour déjà identifier la certification, pour faire le dossier pour la demande de recevabilité, pour voir les financements aussi, et puis vous aider à identifier l'accompagnement sur le livret 2. Voilà. C'est un exemple, ça peut être autre chose. Par exemple, financer ma formation, vous pouvez venir avec une idée de formation qui est quand même bien construite ou pas du tout. Dans ces cas-là, on travaillera avec vous sur le pourquoi de cette formation, quels sont les objectifs, les financements possibles en fonction de votre situation. Il ne faut pas hésiter à venir nous rencontrer. Hein. Vous comprenez bien que c'est un service qui est gratuit et qu'il faut solliciter quand vous avez des questions sur l'évolution professionnelle. Pour cela, voilà, vous faites le numéro qui est indiqué en gros cette fois-ci, et le site aussi que vous trouvez en gros. Il faut savoir que l'appel téléphonique, c'est tous les jours, d'accord, et de 9h à 19h et le samedi de 9h à 12h. Voilà. Et on peut vous accueillir, il y a des soirées, il y a des nocturnes jusqu'à 20h. Donc, quand vous travaillez, c'est vrai que ça peut être une possibilité aussi d'être reçu par un conseiller en évolution professionnelle en dehors des horaires de travail. Donc, j'ai fini là, je pense, ma présentation. Par contre, je vous remercie de votre écoute et puis peut-être que vous avez des questions. N'hésitez pas. Je vois dans le chat... voilà, Chloé a fourni dans le chat le service CEP. J'ai donné le lien direct vers la région Occitanie. Je peux revenir sur la slide précédente, voilà, si vous voulez reprendre les coordonnées. En fait, comme vous vous connectez sur mon-cep.org, vous pouvez sélectionner la région et c'est le lien que j'ai donné directement à la personne qui était en Occitanie. Voilà, merci à Chloé qui était en soutien et qui est chargée de communication en région PACA. Alors, s'il n'y a plus de questions, attendez, je regarde. Non, il ne me semble pas. Il ne me semble pas. Eh bien, on espère que ce webinaire vous a appris quelque chose, vous a permis de donner envie de nous rencontrer. Voilà. On vous souhaite une bonne semaine puisque nous sommes lundi. Et n'hésitez pas à retourner sur le site des lundis du CEP, d'accord, pour vous réinscrire sur d'autres thématiques. On vous dit au revoir. Au revoir et merci de votre attention. Merci.